Les antipodes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet et surtout nouveau feat. Je suis avec Vanille du podcast C'est Creepy et je suis également avec Kurt du podcast Obscurum. Et ce soir, on va vous raconter 3 threads horreur. On appelle également en anglais des Let's Not Meet ou encore des mauvaises rencontres dans la langue de Maître Gims. En gros, ce sont des témoignages trouvés sur Reddit de personnes qui ont été au mauvais endroit au mauvais moment. On a enregistré cette vidéo sur ma chaîne Twitch, donc si vous voulez assister au prochain live, le lien est dans la description. Allez, pas besoin d'attendre plus longtemps, c'est parti. Un mauvais pressentiment. Je m'appelle Christophe. Je suis lycéen en première année, donc j'ai 16 ans. Cette histoire s'est déroulée pendant la 2e semaine des vacances de Pâques 2023, quand j'avais 15 ans. Et je précise que cela s'est passé dans la maison de ma mère. À l'époque, ma mère avait décidé de rénover la cuisine, car elle était vraiment vieillotte. Un ouvrier blond aux yeux bleus est venu pour commencer les travaux. Il a installé des bâches en plastique sur les murs et une cloison dans le salon, juste à côté de la cuisine. Ce jour-là, nous devions aller chez le dentiste pour récupérer une empreinte dentaire, et ma mère avait informé l'ouvrier que nous serions de retour dans 1h30. Comme l'appartement n'était pas loin, nous sommes rentrés au bout de seulement 45 minutes. En chemin, ma mère a proposé d'acheter des kebabs et de rendre service à l'ouvrier en le déposant à la gare. À notre retour, je suis allée lui proposer de l'emmener. J'ai remarqué qu'il était très mal à l'aise avec un sourire nerveux, comme s'il essayait de cacher quelque chose. J'ai insisté pour qu'il nous accompagne et il a accepté. Pendant le trajet, il nous a dit qu'il s'appelait Brian. Je change son nom pour préserver l'anonymat. Qu'il venait de Moldavie, qu'il vivait seul à Paris, mais qu'il avait 2 enfants restés dans son pays d'origine. Nous l'avons déposé à la gare, pris nos kebabs, puis nous sommes rentrés chez nous. Après avoir mangé, j'ai décidé de prendre un bain, comme j'aime souvent le faire. Mais cette fois, l'eau est passée de chaude à froide, ce qui m'a obligée de rester 2 heures dans de l'eau tiède avant de sortir. En remontant dans ma chambre, j'ai immédiatement remarqué que mon ordinateur était allumé, affichant l'écran de verrouillage. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir éteint avant de descendre. J'ai demandé à ma mère si elle était entrée dans ma chambre ou avait touché à mon PC. Elle m'a assuré que non, qu'elle était restée dans sa chambre à regarder les infos. J'ai fouillé rapidement ma chambre sans rien trouver et je suis finalement allée me coucher. À 5h du matin, je me suis réveillée en sueur et grelottant, une sensation étrange de danger m'envahissant, comme si quelqu'un ou quelque chose était tout proche. Pris d'un mauvais pressentiment, j'ai saisi un couteau. Oui, c'est un peu effrayant, mais j'ai une passion pour les armes blanches, probablement à cause des mangas. Et j'ai une collection de couteaux, katana et shuriken accrochés au mur de ma chambre. Avec le couteau, j'ai fouillé à nouveau ma chambre, mais je n'ai rien trouvé. Pourtant, cette sensation ne disparaissait pas. J'ai verrouillé ma porte et envoyé un message à ma mère pour voir si elle était réveillée et avait ressenti la même chose, mais elle n'a pas répondu. J'ai attendu 3 heures, jusqu'à ce que je l'entende bouger dans sa chambre. Elle est venue me voir et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a dit que je devais probablement être paranoïaque et que tout allait bien. Elle m'a aussi averti que Brian arriverait à 10h pour continuer les travaux et que, comme elle partait travailler, je serais seule avec lui. Elle m'a précisé qu'il n'aurait pas besoin de m'attendre, car elle lui avait dit où elle cachait les clés dans le cabanon à côté de la porte. Elle est partie travailler et je suis retournée dormir après avoir verrouillé ma porte. Je me suis réveillée à 11h30. Je suis descendue pour préparer à manger dans le sous-sol, la cuisine étant en travaux, et je n'ai pas vu Brian. Je n'y ai pas prêté attention et je suis remontée. C'est là que je suis tombée sur lui. Dès que je l'ai vu, ce mauvais pressentiment est revenu. Il a commencé à me parler, mais j'ai abrégé la conversation et je me suis enfermée dans ma chambre. 10 minutes plus tard, Brian a frappé à ma porte, demandant de l'aide pour porter quelque chose. Je n'ai pas répondu, car je ne voulais pas le revoir. Mais il a commencé à forcer la porte et à donner des coups de pied. Mon premier réflexe a été de saisir un couteau, de m'enfermer dans ma salle de bain, qui se trouve dans ma chambre, et d'appeler la police. Paniquée, j'ai expliqué la situation, et la femme au bout du fil m'a dit que 2 voitures arriveraient dans 10 minutes. En attendant, Brian a réussi à entrer dans ma chambre et a commencé à forcer la porte de ma salle de bain.
Je lui ai crié que j'avais appelé la police, qu'ils arriveraient d'une minute à l'autre, qu'elle était armée et que je n'hésiterais pas à me défendre. En entendant cela, il a arrêté de forcer la porte et a quitté la maison. Les policiers sont arrivés à temps, alors qu'il tentait de fuir. Ma mère est rentrée en urgence après avoir été prévenue. En me voyant, elle a éclaté en larmes, me disant qu'elle aurait dû m'écouter. Quelques jours plus tard, la police nous a appris que Brian était recherché pour enlèvement, usurpation d'identité, torture et meurtre. Je suis convaincue que le mauvais pressentiment que j'ai eu cette nuit-là venait du fait qu'il était revenu se cacher quelque part dans la maison, probablement parce qu'il connaissait l'emplacement des clés. Aujourd'hui, il est en prison, et j'espère ne plus jamais croiser son chemin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Cela montre à quel point nos instincts peuvent être précieux. Je suis reconnaissant d'avoir pu verrouiller ma porte, ce qui n'était pas possible avant, car je n'avais pas de clé. Je remercie aussi ma passion, un peu étrange pour les couteaux, car sans ça, je ne sais pas s'il serait parti en me voyant. Et surtout, merci à la police pour leur intervention rapide. J'ai eu du mal à comprendre le truc. Non, mais Non, en fait, non. l'histoire, elle est très claire. Mais en fait, pendant Voilà. les 3/4, c'est juste qu'il a juste un instinct. On ne sait pas ce qui va pas. On sait Non, pas non, ce qui non. va pas. Non, en fait, il a dit que Brian, il vient travailler le jour chez eux. Donc voilà, ensuite, ils l'ont déposé à la gare, il s'est barré. Mais ensuite, le petit, là, ou la petite, quand elle est partie se coucher le soir, bah, elle s'est réveillée à 3h du matin, elle se sentait pas bien, en mode elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu vois, elle a eu Bah oui, c'est un il, hein, c'est un feeling mec. que dans le futur. Oui. Non, mais oui, oui, peut-être, je sais plus. Bref, en tout cas, la personne qui s'est fait attaquer, là, elle a eu la prémonition, en gros, de ce qui allait se passer. Elle s'est réveillée en pleine nuit, paniquée et tout, alors que le mec, il était pas là, en soi. Bah oui, il était pas là. Et c'est Il pareil, revenait que le lendemain. le truc de l'ordinateur, on sait pas trop ce que c'est, tu vois. Ça se trouve, c'était pas du tout Brian. Mais peut-être que c'était Brian. Ou peut-être que c'était pas Brian. Mais en tout cas, quelqu'un fouillait dans son ordi, c'est sûr. Ouais. Et je pense que c'était Brian, personnellement. Ah, il y a moyen. En même temps, excusez-moi, mais déjà, sa mère, elle lui a dit qu'il revient à 10h. Lui, il se réveille à 11h30, tranquillou, il descend, petit-déj, nanana. Alors que l'autre, il est arrivé. Si t'as passé une si mauvaise nuit en ayant un mauvais pressentiment, que tu t'es déjà senti mal face à Brian la veille, pourquoi tu prends pas un petit peu tu te réveilles pas un peu plus tôt, tu vois? Bah, c'est justement peut-être parce que c'était que des pressentiments, il avait rien de concret contre lui, et du coup il pouvait pas lui dire de pas revenir le lendemain, ou alors justement, tu vois, c'était compliqué parce que au final il avait rien contre lui, et même tu sais, à un moment donné il dit qu'il discute avec lui, mais qu'il écourte la conversation parce que il se sent pas très bien, tu vois, et c'est pareil, c'est que du feeling. Bah, c'est ça. Bah, alors du coup, si t'as un mauvais feeling, alors que t'es censé être tout seul avec une personne avec qui t'as un mauvais feeling, le lendemain tu travailles plus tôt pour, je sais pas, c'est bizarre, hein? C'est vrai que c'est très bizarre cette histoire de feeling. Bah, tant mieux, en vrai ça l'a sauvé, hein. Donc c'est cool. Mais en vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas écouté leur instinct ou leur feeling, tu sais. Socialement, il y a un truc qui est... genre moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec le fou du bus en flippant, tu vois, mais juste, j'avais pas envie... c'était contre mon instinct, juste pour pas qu'il me foute un coup de couteau. Alors qu'en fait, ça se trouve, il était inoffensif, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on va contre nos instincts. J'étais raide, hein, j'étais pas bien, hein. Mais juste pour pas blesser, vexer, et en fait, possiblement, tu te mets grave en danger en faisant ce genre de choses. J'ai peut-être une histoire d'ailleurs juste celle d'après, là, elle pourrait clairement répondre un petit peu à ce que tu viens de dire, Kurt. J'avais prévu de te voler. Je ne sais pas si cette histoire a sa place ici, car j'arrive pas à décider si revoir cette personne me poserait problème. Mais je pense que n'importe quelle personne saine d'esprit aurait des doutes. Cela m'est arrivé à Tempe, en Arizona, pas loin de Mile Avenue. Mile Avenue, je ne sais pas. Là où se trouvent tous les bars. Un week-end, je faisais la tournée des bars avec des amis, on s'amusait bien, et j'étais plutôt bien éméché. J'ai cette habitude terrible de m'éloigner et de me perdre quand je bois. Et ce soir-là, j'ai réussi à me mettre dans une situation vraiment stupide. Après avoir erré dans les rues pendant presque 1 heure, j'ai réalisé que j'étais complètement perdu. Et pour aggraver les choses, mon téléphone n'avait plus de batterie. À un moment donné, j'ai décidé de marcher jusqu'à la maison de mon ami, que je savais être quelque part au nord de la zone où nous étions en train de boire. Je dois préciser que je suis extrêmement mauvais pour me repérer en ville. Et je ne réalisais
pas que j'étais à environ 12 ou 13 km de chez lui. Alors que je titubais, confiant, le long des routes désertes à 2 heures du matin, une berline a soudainement quitté la route de manière agressive pour se garer juste devant moi, presque en bloquant mon chemin. Un peu surpris, j'ai regardé vers le conducteur et j'ai vu un homme noir assez grand et menaçant qui me fixait intensément. Dans ce genre de situation, la plupart des gens ont 2 réactions. Soit ils prennent peur et deviennent défensifs, soit ils se mettent en colère et deviennent agressifs. Moi, par contre, je suis un cas à part. Et j'étais juste assez ivre pour ne pas comprendre le danger de la situation. Pour info, je suis le parfait cliché du gamin blanc privilégié de banlieue. Je suis pas vraiment menaçant, ni impressionnant. Je lui ai fait signe de la main en disant « Salut mec, ça va ?» Je pense même que je souriais. Je me souviens particulièrement de l'expression qu'il a faite, un mélange de confusion et d'hésitation, comme si je lui demandais l'année en cours. Il a fait une pause, puis il m'a demandé quelque chose que j'ai pas compris. J'ai répondu « Hein ?» et il a répété « Où tu vas ?» Je lui ai dit que j'essayais de marcher jusqu'à chez mon ami, mais que je n'avais aucune idée d'où j'étais. Après une pause, il m'a dit de monter. Sans réfléchir, je suis allé jusqu'à la portière passager et je suis monté. Stupide, non ? Mais à ce moment-là, ça me semblait être une bonne idée. Oui. Une fois dans la voiture, j'ai pu mieux le voir. Il avait des tatouages partout, portait une tenue typique de gangster, et son bras était tout bandé. Oh, et il avait un pistolet glissé dans son short. Et pour une raison quelconque, rien de tout ça m'a inquiété. Il m'a demandé où se trouvait la maison de mon ami, et je lui ai donné des indications. Je suis plutôt bavard quand je bois, alors j'ai commencé à discuter avec lui de manière décontractée. Je me souviens pas de tout, mais à un moment, il m'a raconté qu'il venait de sortir de l'hôpital après s'être fait tirer dessus au bras, et que sa copine l'avait quitté à cause de ça. Apparemment, elle aimait pas qu'il soit dans un gang et qu'il se retrouve dans des fusillades. Il m'a aussi dit qu'il était vraiment en colère à cause d'elle et de sa blessure, et qu'il roulait en cherchant quelqu'un à voler quand il m'a trouvé. Il m'a également confié qu'il avait déjà purgé une peine pour vol. À ce moment-là, mon cerveau embrumé a commencé à faire le lien, et j'ai pensé aux 200 $ que j'avais dans mon portefeuille. Mais au lieu de paniquer, j'ai simplement répondu « Mec, c'est vraiment pas cool !» Il m'a aussi raconté... Mais c'est ton histoire, arrête. C'est pas mon histoire, promis. Il m'a aussi raconté qu'il voulait devenir rappeur et lancer sa carrière musicale. J'ai essayé de l'encourager en lui disant de foncer. Environ 10 ou 15 minutes plus tard, nous sommes arrivés chez mon ami. Là, j'aurais dû descendre de la voiture, le remercier pour le trajet et rentrer. Mais encore une fois, je suis un cas à part. Et j'ai eu l'impression de lui devoir quelque chose pour m'avoir déposé. Alors je lui ai demandé s'il voulait entrer et fumer un joint. Et il a accepté. Wow. À ce moment-là, mes amis étaient déjà rentrés depuis un moment et se demandaient ce qui m'était arrivé. Vous pouvez imaginer leur surprise quand je suis arrivé avec un type étrange que je savais maintenant être un membre de gang armé qui avait envisagé de me voler. Ce qu'il a fait ensuite a un peu mis tout le monde mal à l'aise. Mon pote vit dans une maison avec plusieurs colocs. Sa chambre est au bout d'un couloir. Et c'est là qu'ils étaient tous en train d'écouter de la musique. Il a un énorme coffre-fort dans son placard, visible dès qu'on entre dans la pièce. Je l'avais pas remarqué, mais mon nouveau pote avait apporté son arme avec lui. Peu après être rentré, il a sorti son pistolet de sa ceinture et l'a déposé sur le coffre-fort, devant tout le monde. C'était bizarre, mais c'était toujours mieux que ce qu'il aurait pu faire. J'ai eu l'impression que c'était une sorte de geste respectueux, comme s'il voulait montrer qu'il n'allait rien faire. Heureusement, mes amis sont super cool, ils ont fait comme si de rien n'était et s'apprêtaient à rouler un joint. Quelques minutes plus tard, ils sont tous partis fumer dans le jardin en laissant l'arme dans la chambre. Le gars est resté un moment avec nous, a même sympathisé avec certains de mes amis qui partageaient son intérêt pour la musique, puis il a repris son arme et est parti sans incident. Avec le recul, je réalise que ça aurait pu beaucoup plus mal finir. Surtout que mon pote avait pas mal d'argent dans ce coffre-fort. Il aurait facilement pu nous voler à tout moment. J'aime penser que, bien qu'il soit un criminel et un membre de gang, c'est aussi juste un gars qui traversait une période difficile. Et qu'un peu de gentillesse et de marijuana ont évité que cette nuit tourne au drame. Wow. Vous pensez que je suis fou ? Quelle morale. Voilà. Non mais Gop, ça c'est toi. Ça c'est... Tu as choisi cette histoire pour nous faire de la propagande de tes idées. Quelle Non. idée ? C'est quoi ces idées ? Bah, ça se voit que c'est Yop qui l'a écrit. Ça se voit qu'il aurait fait exactement
La même chose. Non, en vrai, si t'es alcoolisé, de toute façon, tu prends des décisions T'es un peu débile des fois. que tu prendrais pas autrement, tu vois. Déjà, tu tapes à discuter avec des inconnus. Je sais pas si c'est une mauvaise rencontre tant que ça, tu vois. Surtout que Non, après, ils ont eu l'air de au final, s'éclater. c'était une bonne soirée. Ça a été une bonne soirée au final. En vrai, c'est le genre de soirée, je pense qu'on est content d'avoir fait. Après coup. Ouais, c'est un truc que tu peux raconter, quoi. En fait, c'est peut-être ça, tu sais. La morale, c'est que si t'es sympa, tu sais, avec un mec qui te veut du mal, eh ben ça peut bien se passer. J'ai découvert le repère d'un tueur en série. Je vais vous parler d'un truc que je n'ai encore jamais raconté à personne. En grande partie parce que certains des éléments de cette histoire ne sont pas du tout faciles à aborder. En conséquence, j'ai enfermé tout ça dans ma mémoire et j'y pense rarement. Trigger warning, cette histoire implique que je parle de sexe, mais je ne décrirai aucun acte sexuel. Autre avertissement, je suis tout à fait conscient que cette histoire est susceptible de me faire passer pour quelqu'un de soit très stupide, soit très insouciant, mais soyez assurés qu'avec le recul, j'ai bien conscience de la bêtise dont j'ai fait preuve à l'époque, et donc ne vous sentez pas obligé de m'engueuler. Je crois que l'histoire remonte à 1998 ou 1999. J'étais un jeune gay d'une vingtaine d'années vivant dans une ville de taille moyenne dans le Midwest des États-Unis. C'était une période de transition dans les consciences à propos des homosexuels. Dans la plupart des grandes villes, nous commencions à nous sentir suffisamment en sécurité pour assumer notre sexualité, mais il y avait encore beaucoup de gens qui ne nous aimaient pas. Les smartphones n'existaient pas et Internet envahissait tout juste les foyers. Il existait déjà des grandes communautés en ligne, mais nous n'en étions pas encore au point où la plupart des Américains étaient connectés. On socialisait en ligne en fréquentant des salons de discussion hébergés par divers serveurs comme AOL, Yahoo ou IRC. Et les forums de discussion étaient encore très populaires. Pour les gays de l'époque, c'était tout simplement révolutionnaire. Avant Internet et les changements culturels que la technologie a initiés, les homos étaient résignés à faire leurs rencontres dans des bars ou des lieux dédiés à notre communauté, des lieux souvent cachés ou tenus secrets pour éviter le harcèlement dont nous étions victimes. Dans les années 90, c'était encore un peu risqué d'afficher son homosexualité, mais Internet offrait un moyen de parler librement et de manière relativement anonyme, sans risquer d'être dénoncé ou pire. C'est pour cette raison que ce phénomène a vraiment pris son essor dans les communautés gays et nous représentions une très grande partie des utilisateurs de ces plateformes sociales. À l'ère d'Internet, il était soudain devenu très facile, relativement sûr, de trouver des rendez-vous, des amis ou même juste simplement un plan cul. Et c'est rapidement devenu la norme pour beaucoup d'hommes gays. D'un autre côté, l'outil était nouveau et nous n'étions pas encore sensibilisés au danger que pouvait représenter le fait de s'adresser à des inconnus. Étant un jeune homme séduisant dans la fleur de l'âge, j'avais un usage plutôt libéré des communautés en ligne pour trouver des dates. J'avais énormément de contacts. Ma ville disposait d'un nombre décent de salons de discussion et de forums de rencontres. Et j'ai surtout eu de très bonnes expériences. J'ai rencontré de tout, du mec sympa au pire des cinglés. Il faut savoir que l'expérience d'un homosexuel sur une plateforme de rencontre est radicalement différente de celle des hommes hétéros. Nous matchons beaucoup plus fréquemment. Un jour, j'ai eu une brève conversation sur un forum avec un gars de ma ville. J'ai oublié son pseudonyme maintenant, mais appelons-le Slim Guy 65. Nos échanges s'étaient produits sur un fil de discussion général dans la section gay et non dans les messages privés. Il était donc visible de tous. La discussion a tourné court, mais environ une semaine plus tard, j'ai reçu un email provenant d'une adresse inconnue. L'email disait textuellement « Hey, je ne suis pas gay et je ne suis pas d'accord avec le style de vie gay. Je suis ici parce que mon ami a rencontré un type nommé Slim Guy 65 sur ce forum et ce type lui a vraiment fait du mal. Et je ne veux pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Mon ami a essayé de le dire à la police, mais ils n'ont rien fait. Je vois que vous lui aviez parlé il y a quelques jours, alors un conseil, soyez prudent et restez loin de lui. » Ok, c'était étrange, je n'arrivais pas à savoir si la phrase « lui a vraiment fait du mal » signifiait qu'il lui avait causé un chagrin amoureux, ou si cela signifiait qu'il l'avait agressé ou battu. J'ai répondu à l'email en demandant des éclaircissements sur ce qui s'était passé, mais je n'ai jamais reçu de réponse. J'étais intrigué. Cependant, s'agissant d'un email anonyme provenant de quelqu'un qui n'a pas répondu à mes questions et qui est resté vague, j'ai pris l'avertissement à la légère. Ça pouvait être un ex jaloux, un véritable avertissement concernant un homophobe, ou même simplement un troll qui n'a rien à voir avec qui que ce soit. J'ai gardé l'info au fond de mon esprit, puis je suis passé à autre chose. Plusieurs semaines plus tard, j'avais un jour de congé en semaine et j'ai décidé de me connecter. Je remarque que j'ai reçu un DM. Il s'agissait de Slim Guy 65. Il me proposait de se retrouver chez lui pour sortir et simplement passer un bon moment. Clin d'œil. Rien chez ce type ne me paraissait vraiment intéressant, mais je n'avais pas d'autre offre ce jour-là, alors j'ai décidé de lui laisser sa chance et de lui répondre.
Alors que je rédigeais ma réponse, m'est revenu l'étrange email d'avertissement que j'avais reçu le concernant. J'y suis retourné, je l'ai relu. Le mail me paraissait toujours aussi vague et mes questions étaient restées sans réponse. J'ai décidé de ne pas me fier à ce mail anonyme et d'aller rencontrer Slim Guy. Son adresse était dans une rue plutôt fréquentée au milieu d'un quartier résidentiel bien dense. Pas dans une cabane en bois, et s'il faisait la moindre chose bizarre, je pourrais m'en aller. Peu de temps après, à l'heure dont nous avions convenu, je suis arrivé chez lui. Il s'agissait d'une maison dont le rez-de-chaussée et le premier étage avaient été aménagés en 2 appartements distincts. Le bâtiment faisait partie d'une rangée de plusieurs bâtisses identiques. C'était le milieu de l'après-midi, il y avait beaucoup de circulation dans la rue et j'ai remarqué que 1 ou 2 personnes vaquaient sur leur porche ou dans leur cour arrière. J'ai emprunté l'allée jusqu'au parking derrière la maison, puis j'ai frappé à la porte. Le gars qui a ouvert était un homme assez normal, probablement dans la quarantaine. Mince, avec une voix douce. Il ressemblait à n'importe quel type travaillant dans un bureau quelconque. Ce n'était vraiment pas mon genre, mais honnêtement, ma curiosité était piquée et je n'avais rien de mieux à faire. Alors je suis entré pour jeter un coup d'œil et évaluer la situation avec l'email d'avertissement bien au frais dans l'esprit. J'ai franchi la porte arrière et je suis arrivé dans la cuisine. C'était très propre et détail surprenant, il n'y avait rien sur le plan de travail. La pièce ne comptait non plus ni table ni chaise. C'était à se demander si quelqu'un habitait ici. La maison semblait propre et entretenue, mais vide. En regardant dans l'appartement, j'ai pu voir qu'elle n'était pas aménagée comme un lieu de vie. Une grande fenêtre avec vitre coulissante se trouvait entre la cuisine et le salon. Et je pouvais voir ce qui ressemblait à une grande table de médecin dans le salon. SG65 m'a expliqué qu'il n'habitait pas là, mais qu'un de ses amis dirigeait un cabinet médical et qu'en son absence, il gardait les lieux. C'était un endroit privé et nous avions l'endroit pour nous seuls. L'air de rien, il ferma la porte arrière, la verrouilla et mit ses clés dans ses poches en disant « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Immédiatement, mon sentiment de danger s'est accru. L'appartement ne me paraissait pas normal et je me demandais pourquoi elle avait verrouillé la porte comme ça. C'est pas forcément suspect, beaucoup de gens ont ce genre de serrure sur leur porte, et la porte a une fenêtre, donc c'est même logique. Pourtant, quelque chose ne va pas. Je suis enfermé avec un inconnu. Je lui ai demandé pourquoi il fermait la porte, c'est qu'il l'a immédiatement énervé. Il avait l'air plutôt nerveux, et il avait une voix hésitante et saccadée, presque bégayante. Il a dit « Oh, bah c'est juste que je veux pas que quelqu'un entre et nous interrompe. C'est tout », affichant un sourire faible et peu convaincant. Son attitude et son langage corporel étaient tout ce dont j'avais besoin pour confirmer que ce type ne préparait rien de bon, ou du moins qu'il cachait quelque chose. Cependant, je pouvais voir que je l'intimidais. Je n'étais pas un enfant, j'étais pas quelqu'un de particulièrement musclé, mais j'ai une silhouette plus grande. De plus, je ne suis pas du tout un dur à cuire, mais j'ai une expression faciale reposante qui me fait ressembler à un voyou méchant. Les gens qui ne me connaissent pas pensent souvent que je suis dur ou quelque chose du genre. J'utilise parfois cela à mon avantage tant que je le peux, car d'ici peu, une nouvelle connaissance finira par comprendre que je suis une mauviette, mais c'était définitivement l'occasion de mettre en valeur l'apparence d'un dur à cuire, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai affiché mon meilleur visage d'acier et lui ai demandé d'ouvrir la porte, et que je ne voulais pas être enfermé avec lui. Il a commencé à bégayer, a mis la main dans sa poche, et a dit « D'accord. Je vais ouvrir la porte, mais je vais verrouiller, vous savez, les petits verrous, je sais pas comment ça s'appelle. » Les loquets, quoi, non ? Ouais, voilà, il a déverrouillé la porte, mais a enclenché le loquet. J'ai continué à le regarder jusqu'à ce qu'il dise « Je vais laisser les clés sur le comptoir juste ici ». Il a posé les clés sur le comptoir, près de l'évier, et j'ai été relativement satisfait de cette réponse. À ce stade, cependant, l'adrénaline coulait à flot dans mes veines. J'étais presque en mode combat ou en fuite, mais j'étais en quelque sorte coincé sur place. Le gars était entre moi et la porte. J'étais paniqué, mais cette petite fouille ne semblait pas vraiment constituer une menace physique immédiate pour moi. Je ne pouvais dire que les poches de son pantalon étaient vides et que je l'intimidais à mort. Mais je ne savais pas exactement quoi faire. Maintenant, gardez à l'esprit que malgré mes descriptions verbeuses, tout s'est passé très rapidement. Tout ce que je viens de raconter s'est passé en l'espace peut-être d'1 ou 2 minutes. Le gars était visiblement nerveux et n'essayait pas de le paraître. Il a dit « Eh bien, entrons » et a parcouru un large chemin autour de moi, à travers la cuisine jusqu'à ce qui serait normalement le salon, et vers le couloir à droite de là. Je connaissais cette disposition des étages, elle était très courante dans ce quartier. Le couloir mènerait à 2 petites chambres avec une salle de bain entre elles. J'ai hésité, pensant que je devrais simplement sortir par la porte arrière et partir. Mais maintenant, j'étais super curieux. Je savais qu'il n'y avait aucune chance que je fasse quoi que ce soit avec ce type, mais je voulais voir ce qui se passerait ici. De plus, j'étais convaincu qu'il ne pourrait pas me prendre en cas de bagarre. Alors, je l'ai suivi.
J'avais l'impression de marcher au ralenti. Depuis l'entrée de la cuisine, je pouvais voir une grande table rectangulaire en acier inoxydable occupant une grande partie du salon. Je me souviens avoir pensé que cela ressemblait à une table chirurgicale. On aurait dit que la table pouvait s'élever et s'incliner. Il y avait un canal encastré tout autour du bord. Avec le recul, je sais maintenant ce que c'était. C'était 100% une table de croque-mort. Il y avait une table de croque-mort au milieu du salon. Mais à cette époque, je pensais que cela ressemblait à une sorte de table médicale. Il y avait d'autres armoires et autres objets de type bureau, je pense. Et maintenant, tout ce dont je me souviens vraiment, c'est de cette table. Cette table chirurgicale au milieu de la place. Au milieu de la pièce, pardon. SG65 a dit quelque chose comme « c'était un cabinet médical, c'est pour ça qu'il y a la table là, juste là. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. » T'es caté. T'es caté. Le couloir a révélé la configuration de la pièce à laquelle je m'attendais. La porte de la première chambre était fermée, la deuxième porte était ouverte sur une petite salle de bain très propre, et au bout du couloir se trouvait l'autre chambre qui, si l'histoire du cabinet de médecin était vraie, semblait avoir été transformée en salle d'examen. Il a dit « Nous pouvons aller dans cette pièce si tu veux. » « Vas-y, regarde !» Il est resté près de l'autre porte fermée de la chambre. La porte de la chambre arrière était ouverte et je pouvais voir que les murs étaient recouverts de lambris de couleur miel, du type que l'on pouvait voir dans un salon ou un bureau qui n'a pas été rénové depuis le début des années 70. J'ai lentement fait quelques pas jusqu'à cette porte, essayant d'être très conscient de ce que Monsieur Creepy faisait derrière moi. Il n'a pas bougé. Quand je suis arrivé dans cette pièce, la première chose que j'ai remarqué, c'est que la porte était équipée d'une serrure fermant avec une clé comme la porte arrière. On pouvait fermer cette pièce de l'extérieur en fait. Et du coup, je voulais vérifier s'il y avait un loquet à l'intérieur qui me permettrait d'ouvrir la porte si on m'en fermait. J'ai aussi vu une chaise de bureau en plastique non pivotante avec des fins pieds en métal, assise près du centre de la pièce. La pièce avait une vieille moquette sombre et des murs lambrissés. J'ai remarqué que les murs étaient entièrement lambrissé et sans fenêtre. Et je sais que cette pièce avait au moins une fenêtre, probablement deux, donc celui qui a fait ces lambris est passé par-dessus les fenêtres. Il y avait aussi un téléphone dedans, branché et posé par terre. C'était un vieux téléphone de bureau datant probablement des années 80 ou du début des années 90, en plastique beige, crasseux, avec plusieurs boutons permettant de gérer différentes lignes téléphoniques. Juste assis sur le tapis, près du mur, avec la chaise légèrement éloignée face au téléphone, il n'y avait rien d'autre dans cette pièce. Je me tenais sur le seuil de la pièce, avec un pied légèrement rentré, ne dépassant absolument pas cette porte. J'ai regardé le mec, il se tenait toujours près de la porte, me souriant nerveusement, essayant de paraître décontracté, mais visiblement très nerveux. Il a demandé quelque chose comme alors qu'est-ce que tu veux faire ?» Au lieu de répondre, j'ai palpé l'arrière du verrou de désactivation, et effectivement, rien d'autre que le bois lisse de la porte, donc il pouvait pas sortir en fait s'il avait été enfermé. Je me suis également rendu compte que je ne voyais nulle part d'interrupteur pour le plafonnier. Où était l'interrupteur ? Probablement à l'extérieur. Je me suis retourné pour faire face au gars et j'ai juste dit « Qu'est-ce que tu veux faire ici ?» Ma peau était devenue glacée lorsque je réalisais que j'étais bien allé beaucoup trop loin dans cet appartement, Je passais en revue mes options dans ma tête. Que va faire ce type ? Il ne semble pas avoir d'armes ou quoi que ce soit à portée de main, mais qui sait ce qui se passe dans cet endroit ? Je vais lui demander qu'est-ce que vous essayez de faire ? Cela l'a presque totalement déraillé. Il a balbutié, juste passer un moment chaud avec un autre homme, avec le sourire le plus faible que j'ai jamais vu, comme s'il était à deux doigts de paniquer. Cela semble comique, mais en réalité, cette phrase a probablement été pour moi la partie la plus effrayante de toute l'expérience. C'est ainsi qu'il le disait, comme s'il devait trouver quelque chose à la volée, quelque chose qui semblait plausible. Et il a échoué. Qui dit ça dans la vraie vie ? Tu veux t'amuser d'homme à homme ? Personne. C'est genre quelque chose que l'on verrait sur les publicités pour un site porno ou quelque chose du genre. C'était tout. J'ai dit non, je veux y aller, je pars. Et il a dit ok. Et je suis rapidement passé devant lui alors qu'il s'aplatissait contre le mur pour m'éviter. J'ai traversé la zone de la dissection du salon et la cuisine jusqu'à la porte arrière qui, heureusement, n'était plus verrouillée. Les clés étaient toujours sur le comptoir. Je me suis laissé sortir par la porte, je suis sorti par la porte, et n'ai pas pris la peine de la fermer car je l'ai vu arriver lentement derrière moi. J'ai délibérément marché, pas couru, jusqu'à ma voiture. En regardant le bâtiment, je pouvais voir qu'il y avait effectivement une fenêtre donnant sur la cour arrière de cette pièce lambrissée. Mais bien sûr, elle était masquée de l'intérieur. Le mec fermait et verrouillait la porte arrière. Je suis parti, le cœur battant, la peau glacée, en pensant « Holy fuck !» Ça n'a pas traduit, donc je me suis permis. Alors, ce type était-il une sorte de tueur ou était-il juste un gay maladroit et enfermé, ou juste un gay maladroit, ayant accès à un appartement d'apparence stérile avec une table d'autopsie, une pièce sans fenêtre qui se verrouille de l'extérieur, avec une chaise et un téléphone sans interrupteur.
Il est clair pour moi que le pauvre qui entre dans cette pièce est enfermé, il éteint probablement la lumière quelque part et appelle le téléphone. À part ça, personne ne peut deviner ce qui se passe. Je suppose que l'ami de la personne qui m'a envoyé un mail doit être un enfant qui a été enfermé ici et qui a réussi à s'en sortir. En rentrant chez moi, j'ai d'abord pensé que je devais bien sûr appeler la police et leur dire ce qu'il y avait à cet endroit. Mais en y réfléchissant bien, j'ai réalisé que je ne savais pas vraiment quoi leur raconter. Je suis allé rencontrer un homme pour du sexe occasionnel et quoi ? Il y avait une chambre avec une chaise dedans ? Il y a une table d'examen ? Aussi, quand même, hein. Il y a une table d'examen, oui, mais bon, après, c'est un cabinet médical, d'après le gars, donc... Oui. La police ne fera rien avec cette histoire. Le gars ne m'a pas touché, ni fait quoi que ce soit, et je suis parti. J'ai envisagé d'appeler une ligne d'information anonyme, mais encore une fois, que devrais-je signaler exactement ? Il n'y a eu aucun crime passible de poursuite. Gardez également à l'esprit qu'à cette époque, même si la police locale de cette ville était plutôt décente, il n'était pas particulièrement intéressé à s'impliquer dans l'aide des personnes gays. Bah c'est ça le truc, t'étais dans les années 90. Oui, il y a ça aussi, très probablement. Il déciderait probablement de ne pas donner suite, et tout ça en resterait là. J'ai décidé de ne rien signaler parce que ça n'aboutirait à rien. À pas attirer une attention indésirable sur moi-même. Même rétrospectivement, je pense que c'était probablement le choix le plus rationnel à faire. Si cela se produisait aujourd'hui en 2020, les forces de l'ordre s'y intéresseraient probablement plus. Je passais encore devant cette maison de temps en temps au cours de ma vie normale pendant plusieurs années et je faisais attention à son apparence. Les stores verticaux étaient toujours fermés, pendant peut-être 5 ou 6 ans, au moment où je passais. Puis, finalement, les stores ont été baissés. Il y a eu des rideaux décoratifs à la fenêtre, donc je suppose que l'endroit a finalement été vendu et que quelqu'un y vivait réellement. Vers 2002, peut-être 2003, il y a eu le meurtre d'un jeune homme aux informations. Il avait été retrouvé dans un état voisin qui jouxte ma ville, donc ce n'est pas très loin. J'ai reconnu ce type issu de la communauté gay, mais je ne le connaissais pas personnellement. Un ami m'avait parlé d'un tueur en série local. Il a expliqué que quelques jeunes hommes avaient disparu au cours de l'année écoulée. Chacun, après avoir séjourné dans un bar gay spécifique, et chacun ayant été retrouvé à plusieurs kilomètres au nord de la frontière de l'État, à l'intérieur du pays. L'affaire, telle que je l'ai écoutée, telle que je l'ai découverte aux informations, correspondait à ce mode opératoire. Mon ami m'a dit que le jeune homme était dans ce bar et qu'il était parti avec quelqu'un la nuit où il avait disparu. Le reportage n'a rien mentionné à propos d'un bar gay ou de quelque chose de récent, similaire, mais j'ai demandé à ma connaissance si Internet avait quelque chose à voir avec cela. Le lieu de meurtre ne se trouvait apparemment pas à proximité de ce duplex, du moins d'après l'histoire qu'on m'a racontée. Je n'ai jamais entendu parler d'une résolution de ce meurtre aux informations, ni d'une quelconque mention officielle d'un tueur en série présumé, à part quelques ragots. Pour conclure, il suppose que potentiellement il a échappé à ce tueur en série. Wow. Ça te donne pas envie de faire un épisode d'Obscurum dessus avec ça en introduction, avec ce texte en introduction ? Un petit peu mieux traduit là quand même dans la deuxième moitié. Parce que c'était Est-ce qu'il n'y a pas grave moyen de tomber dans un rabbit hole là avec il y a plein de recherches à faire là, t'as des lieux et de découvrir moi-même le tueur en série. Ça ce serait ultra stylé. Toi-même et tout. Ça serait ultra stylax. Incapable de finir un épisode, par contre, trouver des tueurs en série. Et il y a moyen. Non, mais en vrai, c'est une histoire qui est relatée comme étant vraie. A priori, moi, il y a peu de chances qu'il raconte n'importe quoi et que ce soit une pure invention. Donc, c'est vraiment ouf, en vrai, ce qui lui est arrivé. Et tu vois, là, encore une fois, il a écouté son instinct. Ouais, mais moi, j'aurais écouté le mail déjà dès le départ. Non, mais le mail, en fait, c'est que, comme il l'explique, il aurait pu, tu vois, ça aurait pu être un ex jaloux, ou un troll, ou un homophobe. Ouais, à partir du moment où il y a un danger, tu vois, surtout dans les années 90, la communauté gay, elle est pas acceptée de ouf, tu vois. Surtout qu'il a dit qu'ils ont plus de matchs ou je sais pas quoi, ils en ont des tonnes, donc à quoi, enfin, ça y est, t'as déjà un mini red flag, tu tentes quand même, alors que t'as 70 réponses. Tu vois, je me dis que même potentiellement, s'il avait pas reçu le mail, il aurait pas prêté attention, tu vois, à Slim Guy en fait. Et que peut-être il y a un truc au fond de lui qui s'est dit, vas-y, je tente le truc. Parce que j'ai reçu le mail. Yeah. C'est bizarre, hein. Il l'a dit au début, il a conscience d'avoir pris des risques. Oui, il l'a dit au début, qu'il en a conscience, il aurait pas dû y aller, en vrai. Il aurait pas dû y aller. Ouais. Et de toute façon, je pense que tous les gens qui utilisent l'appli, genre moi, j'utilisais des applis de rencontre quand j'étais célibataire. Il y a plein de moments où je me suis dit, je vais crever. Non, mais je suis un mec, hein. Déjà, t'es un mec, ouais. Ok. Non, mais je suis un mec et pourtant, il y a plein de fois où je me suis dit, waouh, peut-être que tu vas crever là. Donc, non, les applis de rencontre, c'est chouette, hein. Franchement, c'est vraiment chouette. Mais je pense qu'il y a quand même, tu prends énormément de risques, quoi.
il faut vraiment, si t'es une meuf par exemple, typiquement envoyer le lieu de ton date à une pote ou un pote, tu vois. Moi je le faisais aussi, mais après bon, je suis un mec, donc c'est effectivement, vous allez me dire c'est différent, tu prenais moins de risques et vous avez raison. Clairement, voilà, la morale de cette histoire, faites attention sur les sites de rencontres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Vanille et à Kurt pour leur participation. N'hésitez pas à aller faire un tour dans leurs podcasts respectifs. Et si vous avez aimé ce format, eh bien sachez qu'il fait partie d'un podcast qui s'appelle Mauvaise Rencontre et qui est dispo gratuitement sur ma page Patreon. Il vous suffit de vous créer un compte et vous aurez accès aux 8 épisodes du podcast. Sur ce, c'était Yop, prenez soin de vous, salut!